Alors, 30e épisode de la saison 4 de la balado. Je suis de retour de la Côte-Nord avec Hélène Faradji. Salut! Bonjour Hélène. Ça va bien? Ouais, là on est à distance. Normalement, on aurait dû être ensemble. Mais, oui. J'ai attrapé la gastro. Oh. Ouais, j'ai attrapé la gastro hier. Extrêmement violente. C'est mon fils qui m'a passé ça, j'imagine. Lui, il a eu un petit peu. Maudits enfants. Maudits enfants. Maudits enfants. Ouais, et ça n'a rien à voir avec la Côte-Nord, cela dit. Je pense pas qu'on l'a attrapé là-bas. Oui, on est revenu à Montréal, finalement, lundi. Et tellement de bons commentaires pour l'épisode de Fermont. Je suis très heureux. Ben oui, c'était formidable. Ben, c'était une nouvelle approche, là, plus terrain. J'essaie les affaires, puis finalement, les gens ont bien aimé ça. Alors, il y aura 2 autres épisodes de ce voyage-là qui vont être diffusés, mais l'an prochain, à la demande de Tourisme Côte-Nord qui nous a invités là-bas. Donc, voilà, c'est en préparation. J'ai bien hâte de vous diffuser ça. C'était vraiment tout un très, très agréable voyage. Mais 4000 km en 8 jours, c'est beaucoup. Ben oui, puis nous, on est bien contents que vous soyez rentrés à la maison. Oui, voilà. Ben oui. Et j'aurais aimé ça qu'on soit face à face. On avait Dominique Tardif qui était prévu, le journaliste à la presse. Du champagne, des confettis, on avait tout prévu. Jusque-là. Mais il devait venir nous parler de sa balado, son podcast, Deviens-tu ce que tu as voulu. Ça va être remis à la semaine prochaine. Donc, avec vous, Hélène, je pense qu'on aura une bonne discussion aussi sur la culture, le journalisme culturel et tout. Voilà. Mais là, cette semaine, moi, je trouvais ça triste de ne pas vous entendre. Alors, on a encore la capacité de faire ces segments-là à distance. C'est pas l'idéal, mais quand même, en dessous de rien, on va prendre ça. Voilà, on va prendre ça. Ouais. Puis moi, je suis d'autant plus contente que cette semaine, c'est Cannes. Ah! C'est le festival de Cannes. Et vous n'êtes pas là? Ben non, puisque je suis avec vous. Faut suivre un peu, Fred. Oui, je sais que vous êtes malade. Vous auriez pu être là-bas. Ah, non, je délire pas encore. Là. Non, vous auriez pu être là-bas. Mais non, je suis dans mon cagibi chez moi, pas du tout sur la croisette, mais peu importe, j'ai eu quand même envie de vous parler du plus grand festival du monde, parce que même quand on n'y est pas, c'est au cœur de l'actualité, quand on aime au moins un peu le cinéma, faut le dire, une palme d'or, c'est quand même pas de la gnognotte, donc c'est important. Mais j'ai surtout eu envie de vous en parler parce que j'ai réalisé que j'avais une espèce de relation amour-haine avec ce festival qui grandit avec le temps. Ouais. Amour, je commence par l'amour parce que, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, Cannes, c'est d'abord la plus belle salle de cinéma du monde. Ah oui. C'est le Théâtre Lumière, c'est absolument exceptionnel. En plus, on y joue les plus beaux films du monde dévoilés en première mondiale. Et quand on est journaliste, c'est une excitation absolument incroyable. Oui. J'ai eu la chance d'y aller l'année où il y avait La vie d'Adèle, où il y avait Mommy. Ah oui, mon Dieu, oui. Et vous savez, on entend beaucoup la salle de cinéma, c'est magique, on vit quelque chose de collectif sans se parler. Moi, j'ai compris ce que ça voulait dire à Cannes à ce moment-là, parce que évidemment l'excitation devant La vie d'Adèle, mais surtout ce moment dans Mommy où Antoine-Olivier Pilon ouvre l'écran et toute la salle spontanément s'est mise à applaudir. Puis des critiques qui applaudissent, c'est quand même rare comme la mare de pape. Surtout en France. Exactement. Et il faut dire, Hélène, que Cannes, c'est pas Dunkerque. Hein? C'est quand même... en tout respect pour les gens de Dunkerque. Oui, bien sûr. Mais on adore les... C'est assez dans le sud, hein? C'est assez dans le sud. Puis un festival de cinéma à Dunkerque, ça aurait peut-être pas le même appel. Peut-être ce serait très sympathique aussi, mais effectivement, on est face à la mer, il fait beau, il fait chaud, donc amour, mais festival aussi qui peut-être ne se tient pas tout à fait aussi droit dans ses bottes que moi j'aimerais. Je vais m'expliquer. Les rares fois où j'ai eu l'occasion d'y aller, donc, j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire une effervescence absolument abrutissante. C'était en moyenne 5 films par jour, une exaltation, mais aussi le sentiment très étrange d'être en pays de cinéma et uniquement en pays de cinéma. Je me souviens d'avoir dit que s'il y avait la Troisième Guerre mondiale pendant que j'étais à Cannes, je le saurais même pas. Quand on est à Cannes, on vit en vase clos, on n'a presque plus de rapport avec le monde, le vrai, et c'est un peu la face cachée de Cannes, parce que sur les marches, les invités, eux, affichent assez fréquemment leur politisation. Hein. Et c'est cette espèce de paradoxe qui fait, je sais plus trop comment me situer par rapport à Cannes. Cannes, c'est à la fois l'endroit le plus politique au monde
et le moins politique au monde. On va commencer par le plus. Oui. Évidemment, cette année, c'est encore plus exacerbé. Il y a eu l'annulation de la venue de toute représentation diplomatique russe, la présence en compétition du cinéaste russe dissident Serebrennikov, qui présentait la femme de Tchaïkovski. On a aussi l'Ukrainien Losnitsa qui, lui, vient présenter son documentaire Natural History of Destruction. Et puis un film du Lituanien Mantas Kvedaravičius. Je pense que c'est exact. Si nos auditeurs veulent me corriger, ça me fera plaisir. Écrivez-nous. Non, mais je le connaissais pas, j'avoue, mon inculture. Mais ce pauvre homme, il a été tué à Mariupol début avril. Et on a rajouté son film dernière minute dans la sélection de Cannes pour lui rendre hommage, évidemment. On a aussi la garantie, ça vient de commencer le Festival de Cannes, mais je peux vous garantir que les vedettes vont adorer dire que la guerre, c'est mal. Et bien sûr, on a eu cette cérémonie d'ouverture mercredi soir où le président Zelensky lui-même est venu intervenir. On l'écoute. Потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим. Звичайно, ми продовжимо битися. І у нас немає альтернативи, ніж виборювати свободу. І я впевнений, що диктатор програє. Інші люди гинуть щодня, і вони не оживуть після фрази «Стоп! Знято!». Bon. Je vous traduis ça. Oui, pour les gens qui sont rouillés de leur ukrainien. Qui sont rouillés, oui, bien sûr. Nous avons besoin d'un nouveau Chaplin qui prouvera encore une fois que le cinéma n'est pas muet. Bien sûr, nous continuerons à nous battre parce que nous n'avons pas le choix de défendre la liberté et je suis convaincue que le dictateur va perdre. Des gens meurent chaque jour et ils ne reviendront pas à la vie après la phrase « Stop, coupez ». Donc voilà comment est intervenu le président Zelensky en pleine cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. C'était évidemment un moment assez émouvant, assez troublant aussi. Oui. Moi, j'ai trouvé ça étrange, Hélène. Oui, c'est ça. C'est un peu je me souviens il y a quelques années quand on parlait de politique spectacle. Oui. C'est un petit peu exactement ce à quoi on pouvait faire référence. Genre d'intervention. Ouais, on rappelle que le président Zelensky, c'est un humoriste ou un acteur, les deux. Je pense qu'il était d'abord humoriste, ensuite comédien, acteur. Sans rien enlever à ce qu'il est devenu dans le conflit, mais c'est quand même quelqu'un qui se met en scène de façon... On voit qu'il maîtrise bien les codes. Bon, c'est ça. Et je trouvais ça étrange de le voir comme ça à l'ouverture d'un festival, alors que son pays est en guerre. Je sais pas. Il y avait quelque chose d'un peu troublant, effectivement, mais alors on peut se dire, c'est son ancienne famille, la famille du cinéma, des acteurs, des metteurs en scène. Bon, peut-être qu'il se sentait une affinité particulière, mais je pense surtout qu'il est dans une logique en ce moment d'investir toutes les tribunes possibles en espérant que quelqu'un quelque part puisse enfin faire cesser cette guerre. Je suis pas sûre que ça aura cet effet-là. Je veux dire, s'adresser à un public de gens qui sont probablement déjà convacus que la guerre c'est mal. Oui. Ça m'étonnerait que dans l'eau il y ait des gens qui soutiennent Poutine. Non. Ils diront pas de toute façon. Non, c'est ça. Mais ça reste une opération, disons, publicitaire, ou en tout cas qui a des visées peut-être plus artificielles que réellement inspirées. Mais bon, ça a eu lieu et ça prouve encore une fois cet accueil qu'on fait en général à Cannes à tout ce qui est politique. Il y a eu des exemples à n'en plus finir au cours de l'histoire de Cannes, d'ailleurs, de cette politisation de l'événement. Par exemple, en 2016, il y a pas très longtemps, c'était toute l'équipe du film brésilien Aquarius, film réalisé par Kleber Mendonça Filho, qui montait les marches et à peine arrivé en haut des marches, il déployait une banderole pour dénoncer la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Selon eux, il y avait eu un coup d'État au Brésil, donc ils avaient profité de ce moment cannois pour le dénoncer. On avait eu notre Xavier Dolan aussi en 2012, qui avait réussi à faire porter un carré rouge au grand chef de Cannes, le programmateur Thierry Frémaux. Et tous ensemble, ils avaient monté les marches avec leur carré rouge pour soutenir les étudiants québécois. En 2010, un siège vide parmi les membres du jury parce que la chaise avait été réservée pour le cinéaste iranien Jafar Panahi, emprisonné en Iran parce qu'il avait été accusé d'avoir réalisé un film contre son pays. Il est d'ailleurs toujours assigné à résidence, le pauvre Panahi. 2010, toujours un collectif de personnalités russes
qui a signé un manifeste pour dénoncer la présence en compétition du film Soleil trompeur 2 du Russe Nikita Mikhalkov. Pourquoi ? Parce que ces personnalités dénonçaient les liens de Mikhalkov avec Poutine et ses... Ouais, plus ça change, plus c'est pareil. Hein. Et c'est évidemment l'édition de mai 68 qui avait été commencée puis annulée après que Godard, Truffaut, Carlos Saura ont chahuté toutes les projections et enjoint le monde du cinéma à descendre dans la rue pour soutenir la grève générale et participer eux aussi à mai 68. On a aussi eu dans les palmarès des moments hyper politiques, par exemple les Palmes d'Or qui ont été remises à Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, qui n'était pas un grand film, mais qui avait une charge évidemment politique. Ou alors, en 1981, on l'avait remise à L'Homme de fer de Wajda, qui chroniquait la naissance de Solidarność en Pologne, alors même que Solidarność était en train de changer la face de la Pologne. Donc, il y en a plein, des exemples comme ça, où ceux et celles qui participent à Cannes ont su utiliser cette tribune-là de Cannes, qui est quand même une des plus médiatiques au monde, pour soutenir des causes, contester des politiques, attirer l'attention sur des injustices, des iniquités, qui du coup pouvaient devenir des préoccupations mondiales. Mais ces coups d'éclat-là, en général, ils ont lieu hors de l'organisation de Cannes. Et c'est là qu'on arrive à ce qui est pour moi un petit peu intenable comme position. Hein. Cannes, c'est Cocteau qui disait ça, il disait c'est un no man's land apolitique. Parce que Cannes, c'est d'abord et avant tout un événement diplomatique, c'est-à-dire un moment où ceux qui organisent ça doivent ménager la chèvre et le chou, ne vexer personne et rappeler que le cinéma, c'est aussi un merveilleux tapis sous lequel on peut balayer autant de poussière qu'on veut. Ce côté festival plus lisse qu'une peau de bébé, on a plein d'exemples aussi. 1956, l'immense documentaire Nuit et brouillard d'Alain Resnais est annoncé en sélection officielle. C'est le représentant de la France, film sur la déportation, les camps de concentration majeurs. Sauf que ça fait de la peine à l'Allemagne de l'Ouest, qui demande le retrait du film au nom de la réconciliation. Et oui, et résultat, Nuit et brouillard va être présenté à Cannes, mais hors compétition, donc aucune chance de Palme d'Or. L'année suivante, ça va être pire. Les Anglais vont retirer un film parce que les Japonais ne sont pas contents. Les Finlandais vont aussi retirer leur film pour ne pas déplaire aux Russes. Et les Polonais pour ne pas déplaire aux Allemands. Alors, finalement, il n'y a eu aucun film cette année-là en compétition? Le plus drôle, c'est que le film qui gagne la Palme d'Or cette année-là, c'est Le Monde du silence. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Et en fait, jusqu'en 72, il y avait un règlement du festival qui stipulait que les œuvres présentées ne devaient pas porter atteinte au sentiment national des autres pays en compétition. Eh mon Dieu, mais c'est flou, c'est ça! Fou, hein? Ben oui, c'est fou! Mais c'est fou, jusqu'en 72. Ouais, mais c'est un peu flou aussi comme règle. Je veux dire. C'est ça. Tout le monde peut se sentir vexé par n'importe quoi. Puis, surtout aujourd'hui. Oui, surtout aujourd'hui, mais ce règlement-là a été aboli, heureusement. Puis je sais, vous allez me dire, tout ça date, 72, depuis c'est pas le si vieux. Je suis né en 71, là. C'est pas si vieux, non. 72. Pour un homme, c'est tout jeune, mais pour un festival, c'est vieux. Merci. Mais bon, non, c'est ça. On peut se dire que depuis, le festival a quand même un peu plus mis ses culottes. Il a soutenu des films, des cinéastes, des industries nationales qui ont bénéficié de leur coup de projecteur. Je pense par exemple au cinéma africain qui, quand il arrive à être sélectionné à Cannes, prend quand même une ampleur que l'industrie normale n'arrive pas à lui donner. Tradition quand même depuis les années 80-90 de soutenir les exclus, les marginaux, les peuples victimes d'injustice. En tout cas, c'est l'image que Cannes veut donner. Parce que il reste quand même une grosse épine dans le pied de ce festival-là dont il ne sait toujours pas comment se débarrasser, alors que ça prendrait pas la tête à Papineau. Et cette épine, c'est la sous-représentation flagrante et continue des femmes dans la sélection officielle. Alors, pendant des années, le Festival de Cannes a répondu « Oui, mais on voudrait, mais il n'y en a pas des femmes. » Sauf que ces dernières années, Chloé Zhao, Audrey Diwan, Jane Campion, Julia Ducournau, Carla Simon, elles ont bel et bien prouvé que non seulement les réalisatrices sont bel et bien là, mais quand on fait attention, elles gagnent tout. En 2018, il y a quand même pas si longtemps, c'était ce grand écart qui, moi, me donne le tournis que Cannes a pratiqué d'une façon éhontée. Sur ces marches,
le festival accueillait 82 femmes, dont Agnès Varda et Cate Blanchett, qui étaient alors présidentes du jury. Pourquoi il les accueillait? Parce que toutes ces femmes réclamaient l'égalité salariale et l'instauration d'une réelle parité. Thierry Frémaux, donc notre grand Manitou, qui est toujours là, lui, la main sur le cœur, avait dit « Oh, je vous jure, à partir de maintenant, la sélection officielle sera paritaire, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. » On l'écoute le dire. On espère que Cannes, qui accueille toutes ces initiatives, dont nous n'avons pas voulu qu'elles soient les nôtres, dont nous avons voulu qu'elles soient les vôtres, on espère que ça permettra d'agrémenter, d'ajouter, de renforcer la prise de conscience qui fait que le monde n'est plus le même. Le monde a changé et le monde doit encore plus changer. Ça, c'est en 2018? C'était en 2018, fais de la place Satan, parce qu'en 2021, 24 films en compétition et 4 réalisés par des femmes. Et en 2022, 21 films, et là aussi 4 films réalisés par des femmes, dont une co-réalisatrice. Ah ouais. Donc on n'y est pas. On n'y est pas du tout, et s'il n'y avait que ça. Mais non, il y a un autre petit truc qui me chicote. C'est un article qui est paru mardi dernier sur le site spécialisé Deadline. Deadline, c'est une publication spécialisée en cinéma, souvent des nouvelles de l'industrie, qui couvre absolument tout. Et là, ils ont publié un article qui s'appelle « Pourquoi nous ne pouvons pas publier notre entrevue avec Thierry Frémaux ». Lecture édifiante, dans laquelle le journaliste raconte comment il a réalisé une très longue entrevue avec Thierry Frémaux le mois dernier. Et je vous raconte un peu ce qu'il écrit, ce journaliste. Il dit « Une fois la rencontre terminée, le service de presse a demandé à approuver l'entrevue avant la publication. Le journaliste de Deadline a protesté, il a dit que aucun festival, aucune organisation en cinéma d'habitude ne demandait ça. Et le Festival de Cannes a répondu « Oui, c'est une tradition française, nous on le fait depuis longtemps, c'est juste pour vérifier les langages et les faits. » Sauf que, une fois cette fameuse relecture faite par le service de presse, c'est une réponse qui a complètement disparu de l'entrevue. Une réponse à une question qui était assez pointue ou épineuse, c'est-à-dire est-ce que le festival accueillerait encore aujourd'hui Roman Polanski? Le journaliste de Deadline rapporte que Thierry Frémaux a répondu lors de l'entrevue, une réponse qui était assez réfléchie, peut-être un peu provocatrice, mais qu'il avait répondu que depuis la Palme d'Or accordée à Polanski, les lois n'avaient pas changé en France, donc en sous-entendant que oui, le festival réaccueillerait un Roman Polanski. Sauf que le service de presse a complètement enlevé cette question et cette réponse, et a aussi enlevé la réponse qui concernait la question du manque de cinéastes femmes dans la sélection de 2022. Donc Deadline, évidemment, n'ayant plus accès à ces deux réponses-là, a décidé de ne pas publier l'entrevue. J'espère. Et selon leurs infos, la même chose est arrivée à une autre publication qui n'est pas nommée, qui elle a interrogé le programmateur Thierry Frémaux sur le manque de réalisateurs et réalisatrices noirs. Là aussi, la réponse aurait été enlevée par le service de presse. Le journaliste de Deadline, il rappelle que l'entrevue s'était vraiment très très bien passée, que rien n'indiquait que les réponses n'étaient pas destinées à être publiées, que Thierry Frémaux avait répondu avec franchise, sans crainte, de bon cœur. Mais Thierry Frémaux est revenu sur cette histoire, évidemment, parce que quand Deadline a publié cet article pour expliquer ce qui s'était passé, Thierry Frémaux a été très vexé et a donc contacté Variety, qui là est encore plus gros dans le monde médiatique, et a dit... Attendez, il a contacté Variety un autre journal. Oui, pour répondre à Deadline. Hey boy. Voilà. Et alors moi, c'est la réponse qui m'a... Il a répondu qu'il était parfaitement dans son droit de demander une relecture au cas où il changerait d'avis et voudrait redire certaines choses autrement, ce qui est quand même une magnifique façon de confondre le journalisme et un service de publicité gratuite. Oui, franchement. C'est hallucinant. Ce qui fait que vous comprenez peut-être un petit peu mieux ce rapport amour-haine. Oui, c'est le meilleur festival au monde. Oui, je ronge mon frein de ne pas y être, mais du même souffle, c'est aussi un festival qui est dépassé, qui manque un brin de modernité, qui offre ses marches à l'engagement des autres, mais qui oublie un peu le sien. En fait, des fois, je me dis que le Festival de Cannes, contre toute attente, a peut-être oublié que le cinéma, c'est
comme la vie, mais la vie, elle n'a d'intérêt que si elle évolue. Oh, belle réflexion, Hélène. Là, je pense que je serai plus jamais invitée au Festival de Cannes. Non, je ne penserai pas. Et je vais vous envoyer l'enregistrement qu'on vient de faire et vous me direz s'il y a des choses que vous voulez. D'accord, je réfléchirai à mes réponses. Hey, merci, Hélène. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Fred. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Jules Pector-Lallemand. Bonjour, merci Fred de l'accueil. Ça fait très plaisir, bonjour. Je dis que ça me fait très plaisir parce que normalement, vous n'auriez pas dû être là. Parce que, vous publiez, ça fait quelques semaines, un essai qui s'appelle Pourboire, une sociologie de la restauration. Et c'est un livre qui m'a été proposé par votre maison d'édition, parce que, je me tiens au courant, évidemment, des publications dans le monde de l'essai pour, après ça, inviter des gens. Je peux pas... Il y en a qui me passent sous le nez. Celui-là, je l'avais pas vu passer, puis finalement, il m'a été suggéré, et j'avoue qu'au début, j'étais pas sûr. Ah ouais? Comment ça? Parce que la personne chez les éditions XYZ me dit « Ah, tu vas voir, c'est un petit essai bien le fun, et il se présente sous forme de menu. » Fait que là, je me suis dit, ah mon Dieu, ça a l'air un peu gimmick. Finalement, j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit, oh, ça serait un bon invité pour la balado. Donc, vous êtes sociologue, vous êtes doctorant en sociologie. Exact. Vous êtes rédacteur d'une revue sociologique? Oui, un magazine grand public. Okay. Ça s'appelle Siggy, le magazine de sociologie, disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes. OK. Et... Évidemment, quand ce type d'essai-là paraît, j'ai un peu l'impression que c'est votre thèse de maîtrise. C'est mon mémoire de maîtrise. Pourquoi on mélange les deux, thèse et mémoire? Thèse, c'est au doctorat. Mémoire, c'est à la maîtrise. OK, je pensais que c'était l'inverse. Bon, donc votre mémoire de maîtrise, et c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant de débuter l'enregistrement. Souvent, les gens... Thomas Laberge est venu parler du libertarianisme et lui aussi, c'était son mémoire. Ouais. Et il disait qu'il l'avait quand même un petit peu remanié pour la publication parce que des fois, le mémoire peut être un peu aride pour le lecteur non averti. Et là, vous me disiez que dans le fond, c'est pas le cas du tout de pourboire votre essai et qu'il y a, dans le fond, il y a une démarche derrière ça de le publier comme ça. Exactement. Je l'ai presque pas retouché. Puis c'est ça, j'hésitais un peu à avouer que c'est mon mémoire parce que c'est vraiment pas sexy. T'sais. Personne ne veut lire un mémoire de maîtrise. À la balado, les gens aiment ça. Oui, mais à part tes auditeurs. Je comprends. Non, mais je comprends. Moi, autour de moi, les gens vont penser que c'est aride. Ah ouais, c'est ton mémoire. Ça m'intéresse pas vraiment. Mais une enquête sociologique, là, là, on parle. Mais là, c'est ça qui est intéressant parce que dans le fond, vous vous intéressez au métier dont parce qu'il faut s'entendre, c'est pas une étude sociologique sur le monde de la restauration. Il y a une question très précise. Oui, voilà. C'est ça, le sous-titre du livre, c'est pas la sociologie de la restauration, c'est vraiment une sociologie. Nuance. Puis c'est vraiment une nuance de taille. Puis moi, c'est vraiment la question du style de vie qui m'intéresse. Oui. Parce que demander à n'importe qui a travaillé en restauration, on va vous le dire, la restauration offre plus que des emplois, elle offre un style de vie. C'est pas parce que tu travailles en restauration que tu as ce style de vie-là, mais il existe. Oui, et il y a presque une pression. De toute façon, on va en parler tantôt, mais il y a presque une pression aussi à adopter ce mode de vie-là pour pouvoir se mouvoir de façon, je dirais, en équation avec les gens de ce milieu-là, parce que c'est un milieu très prenant. Oui, c'est un milieu très prenant. Puis, quand tu adoptes ce style de vie-là, tu appartiens à une communauté. Oui, voilà. Et là, ça s'appelle Pourboire, c'est pas pour rien, parce que vous vous intéressez surtout aux gens qui gagnent leur vie avec la notion de pourboire. Exact. Fait que, moi, dans le fond, j'ai fait des entretiens, principalement aussi un peu d'observation dans des restaurants et des bars, mais des entretiens avec des gens que le pourboire, c'est leur principale source de revenus. Donc, serveur, serveuse, barman. Et je trouve ça intéressant de vous accueillir parce que vous offrez un éclairage sur un monde qu'on connaît tous, puisqu'on va tous dans les bars, on va tous dans les restaurants. Exact. Et moi, j'ai travaillé longtemps en restauration, du côté des cuisines, pas dans des grands restaurants. D'ailleurs, vous, au début de votre livre, vous parlez du roman Le Plongeur, qui a été marquant, de Stéphane Larue, et qui montrait bien aussi une facette de ce monde-là, très intense. Exactement. Mais vous dites, il faut faire attention parce qu'en sociologie, on s'éloigne souvent du sensationnalisme, surtout quand on fait de l'enquête. Fait qu'on n'est pas dans le sensationnalisme, mais on découvre. Moi, j'ai découvert plein de choses. Et je verrai pas, en fait, ce métier-là de la même façon par la suite.
Vous dites aussi que vous vouliez rompre avec un discours moral ou politique par rapport à la restauration, parce que, bien évidemment, la crise des restaurants pendant la pandémie a beaucoup occupé l'espace médiatique, les grands chefs qui disaient avoir des burn-out, des problèmes de consommation. Puis vous trouvez que, dans le fond, ce qu'on en retient quand on regarde la façon que les médias couvrent le monde de la restauration, c'est que c'est une espèce de vocation, alors que c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Oui, mais c'est correct. Là. Je veux juste dire c'est correct d'avoir un discours moral et politique, surtout si on est dans le monde de la restauration. Il faut réfléchir à qu'est-ce qui est juste et injuste. Mais moi, c'était vraiment important pour moi que, en tant que sociologue, quand je mène mon enquête, de mettre ces questions-là entre parenthèses, la question des rémunérations, de l'instabilité, pour vraiment aller comprendre l'univers de sens, comprendre des visions du monde, mais ce qui implique de retenir, moi, mes jugements de valeur. Voilà. Puis de ne pas embarquer dans les débats sur est-ce que les pourboires devraient être abolis ou non. Ou mieux répartis. On n'est pas là-dedans. Là. Non. Voilà. Fait que moi, c'est pas un essai politique. Et là, vous avez fait des enquêtes, donc vous avez parlé à des gens. À peu près combien de personnes? 16. 16 personnes. Ouais. Sur, j'imagine, plusieurs mois? Sur une année. OK. Et là, bon, dans votre livre, il y a une partie, je vais le faire tout de suite, mais ça vient un peu plus loin dans votre essai. Vous nous offrez une histoire, en fait, du pourboire que moi, j'ignorais totalement. Okay. On peut parler peut-être du 15e siècle en Angleterre? Oui, absolument. Comment ça se développe? OK, ben dans le fond, la première forme de pourboire, c'est en Angleterre, c'est le Vales. Et c'est les seigneurs, la noblesse, l'aristocratie qui donnent un petit extra à leurs servants, leurs servantes pour montrer l'appréciation d'un travail bien fait. Le mot Vales a une double étymologie. Oui, exact. Ça veut dire à la fois valoir. Donc, mon travail vaut quelque chose. Du latin valeo. Là, j'ai pas l'air du tout d'être ferré en latin. Il a lu le livre. Je répète ce que j'ai lu. Donc, et peut-être du vieux français et aussi. Du vieux français, entre les deux aussi, abaissé, humilié. Donc, même dans l'étymologie, dans l'origine du mot, dans sa version anglaise, il y a quelque chose d'ambivalent. Il est une chose et son contraire. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, mais en même temps, il y a une revendication. Dans la langue française, la première trace, on peut la trouver dans une pièce de Molière, L'École des femmes? Exactement. Voici Alain par avance pour boire. Voilà. Donc, une pièce de monnaie qu'on donne et on dit « Ah, t'es rattaché à boire ». Oui, mais avant Molière, il y avait des termes comme vin de Valais, vin du Messager, vin du Clerc, gracieux vin, le vin courtois. Donc, encore une fois, on est dans la hiérarchie. Oui. C'est toujours l'action de donner de l'argent à un subordonné, une subordonnée, pour qu'il aille s'acheter à boire. Voilà. De l'alcool. Oui. 17e siècle en Angleterre, un autre type de pourboire apparaît. Dans les cafés des aristocrates, il y a un bucket, on peut dire ça. Il y a un pot métallique. Et là, et ça, c'est drôle parce que j'ai déjà fait ça, moi. Arriver dans un bar et aller donner d'avance 20, 30, 40 $ pour signifier à la personne je serai là toute la soirée et j'aimerais avoir un bon service. Et je l'ai fait un peu, je sais pas si quelqu'un m'avait déjà peut-être proposé ça de le faire, et je me rends compte que c'est une pratique qui était déjà existante au 17e siècle en Angleterre. Puis là, on voit déjà, on commence à voir, c'est ambivalent. C'est quoi le pourboire? Est-ce que c'est un pot de vin? Est-ce que c'est un cadeau, tout simplement? Est-ce que c'est un paiement? En tout cas, donc c'est à mi-chemin entre toutes sortes de dons. En tout cas. Et en Angleterre, donc, les nobles mettent de la monnaie dans ce pot-là qui fait du bruit. Société. Oui, exact. Lance une pièce de monnaie dans le bucket. Ça fait cling. Et là, le garçon de café sait qu'on a payé un petit extra pour que sa commande passe en premier. Dans le fond, c'est le pot des gens pressés qui vont payer un extra. La légende veut que sur ce pot-là, et ça, il y a même des chercheurs en sciences sociales qui entretiennent cette légende-là, la légende voudrait que sur ce pot-là soit écrit « to ensure promptness », donc pour assurer la rapidité. Ce qui devient tip. Donc, ça serait ça l'origine du mot. Mais là, en tout cas, je suis pas spécialiste en étymologie, je vais pas trancher, mais j'ai lu des spécialistes de l'étymologie qui disent que ça n'a pas vraiment de sens parce que le mot promptness n'existait pas. Donc, à cette époque-là. Donc, ça viendrait plutôt du latin stips, qui veut dire cadeau. Oh, OK. Ou, là, c'est ça, les étymologues débattent, ou de
tip me, qui serait une vieille expression de langage populaire, là, qui aujourd'hui n'existe plus, qui veut dire donne-moi. Ah ouais, OK. Vraiment intéressant. Moi, je trouve des fois, en tout cas, l'étymologie. Ah, j'adore. Oui, vraiment. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est pas le sens exact. On s'en rend compte bien. Ouais. Bon, les Britanniques vont importer cette pratique-là en Amérique. Ça va être mal vu au début. Absolument. Ça va être étiqueté comme un-American. Oui. Mon Dieu. C'est une longue tradition de un-Americanness. Mais sauf que dans la deuxième moitié du 19e siècle, les patrons hôteliers vont y voir une belle façon de mal payer leurs employés qui sont souvent des Afro-Américains issus de la libération, en fait, de libérés de l'esclavage. Oui, exactement. Ça, c'est dans le fond, c'est une chercheuse américaine, Jaya Raman, qui a démontré ça il y a quelques années, en fait. On ne savait pas vraiment. Mais elle a montré que, dans le fond, les grands patrons de l'industrie du transport, de l'hôtellerie, se sont servis du pourboire pour continuer à ne pas rémunérer adéquatement les Afro-Américains récemment émancipés du système esclavagiste. Voilà. Là, on est au 19e siècle. Ah ouais, mon Dieu, que ça ne nous étonne pas. Bon, vous parlez du marquage. Marquage social de l'argent. Ouais. Vous l'explicitez bien un peu plus tard, mais en fait, il y a une signification sociale derrière le pourboire. C'est pas le même argent. Pour les gens qui sont payés avec du pourboire, c'est pas le même argent que la paye régulière, horaire. Exact. Puis ça défie toute définition économiste de l'argent. Hein? Ouais. Parce que l'argent, c'est censé être un outil d'échange neutre, tout à fait, impersonnel. On dit $1 est $1. Ouais. Donc, on entend par là que on pourrait s'échanger, toi et moi, Fred, $20, ça ne changerait absolument rien. Ouais. Donc ça, c'est la définition qu'on a habituellement. Sauf que ça ne tient pas tout à fait la route. Il y a de l'argent sale, il y a de l'argent propre. C'est vrai. Il y a $200 que ta mère te donne à Noël dans une carte enveloppée avec un beau ruban écrit pour t'acheter des nouveaux écouteurs dans ton studio. Tu ne vas pas le dépenser de la même manière que le $500 de Papa Legault ou que le $200 que tu as gagné à la loterie. Bref, l'argent, on l'enveloppe de notre moralité, de notre sentimentalité. La manière dont on l'obtient façonne la manière dont on va le dépenser. Et le pourboire. Et le pourboire, justement, fait pas exception à la règle. Donc, moi, j'ai rencontré, comme tu le disais, des serveurs, des serveuses, et rapidement, tout de suite, tout le monde me disait « j'ai un double système de dépenses ». Pas comme ça, là, mais... Non, mais oui. En fait, il disait le salaire horaire qui est déposé par dépôt direct sur mon compte en banque, ça, il me sert à payer mon loyer, hydro, l'électricité, Internet, les dépenses courantes. Les dépenses courantes, les dépenses fixes. Revenus fixes, dépenses fixes. Le pourboire, qui est lui variable, qu'on obtient directement du client, c'est pas le patron qui nous le donne, qu'on repart avec à la fin du quart de travail, en argent cash, qu'on dépose dans la poche. Mais ça, on me disait, c'est de l'argent de poche, justement. Ou c'est du funny money, de l'argent drôle. Pour les loisirs. Pour les loisirs, la dépense. Et par là, on entendait boire de l'alcool avec ses amis. Pour la fête et les sorties au resto. De toute façon, on va reparler de ça aussi parce qu'il y a tout un univers qui recouvre ça. Bon, sans surprise, assez rapidement dans votre essai, on se rend compte que, et ça c'est toujours à partir des témoignages de vos enquêtes, le physique des gens est extrêmement important et les physiques hors normes sont filtrés dès le début. C'est difficile de devenir employé à pourboire, contrairement à ce qu'on pense. C'est plus difficile qu'on peut le penser, c'est pas pour tout le monde. Oui, exact. Mais moi, je me suis surtout concentré sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est à l'intérieur du monde de la restauration, une fois qu'on arrive à y rentrer, mais quand même, j'ai montré que c'est pas toujours facile. Bon, y a évidemment des discriminations à l'embauche, discrimination raciale. Il y a aussi, on filtre les apparences hors normes. Donc, on m'a rapporté des gens qui ont des piercings, qui ont des cheveux bleus. Là, les patrons vont les passer à l'essai, puis ils vont dire des choses comme « Ah, bon, ça ne fit pas avec l'équipe. » Donc, on a une catégorie... Un peu floue. Floue, mais j'allais dire volontairement, mais aussi... En tout cas, je ne vais pas juger les intentions, mais on a une catégorie floue qui nous permet de, dans le fond... de filtrer. De filtrer, à l'entrée. Et dans le fond, on se rend compte aussi que c'est beaucoup la plug, le pistonnage, qui permet
En fait, c'est quelqu'un qui va vous donner la possibilité de joindre une équipe où il est déjà là. En fait, c'est vraiment c'est la plug qui permet d'accéder à ce monde-là. Ouais, là, on parle vraiment pour les employés au pourboire, pas les cuisiniers. Oui, c'est ça, parce qu'on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Mais puis ça, c'est aussi important de le souligner. Moi, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans des restos quand même branchés, qui fréquentent les classes moyennes aisées. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, les serveurs et les serveuses font quand même beaucoup d'argent. Oui. Et malgré la pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas vraiment encore une pénurie de main-d'œuvre pour des serveurs et des serveuses dans ces restos gastronomiques quand même de haut standing. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, on rentre grâce à un contact, grâce à une plug. Puis, c'est ça, ça permet de un peu protéger un peu ce petit monde-là. Puis moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est une communauté qui a ses petits codes, ses petits rituels. Puis comme un peu toute société, on essaie de protéger ses limites. Et d'ailleurs, dans les témoignages, les interviewés avaient de la difficulté à identifier qu'est-ce que ça prend pour pouvoir travailler en restauration. Ils n'étaient pas capables de mettre des mots clairs. C'est comme quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, d'une certaine façon. Ben, moi, ce que j'ai essayé de montrer, puis ça, ma propre expérience en restauration m'a beaucoup servi pour pouvoir identifier ça, mais c'est que l'apprentissage, il se fait pas totalement, mais en partie de manière plus ou moins consciente. Il se fait par imitation, avec un regard imitateur. Mais excusez, je joue une parenthèse, Gilles Pector l'Allemand, ça va au-delà de ça. C'est que souvent, les apprentis serveurs, si on peut dire, vont suivre pendant 1, 2, 3 journées quelqu'un qui a du métier, exact, qui va devenir un peu son mentor, mais c'est ce que vous appelez du shadowing. Du shadowing, donc, être son ombre. Voilà, pour juste voir comment ça se passe et, dans le fond, acquérir ce qu'il faut faire de façon informelle, parce que c'est pas des gens qui arrivent avec une théorie, avec une formation, contrairement à la plupart des métiers où on apprend la théorie, après ça on l'applique. En restauration, dans les métiers de service, c'est l'inverse. Oui, exactement. Le shadowing, c'est vraiment plus dans les grands restaurants. Dans les un peu plus petits, on lance la personne. On dit, vas-y. Puis là, tu apprends sur le tas. Tu regardes un peu les autres. Puis, tu essaies de prendre la vitesse. Donc, puis aussi, c'est parce que le travail de service en restauration, mais en cuisine aussi, mais il se fait dans l'urgence. Parce qu'on mange, on boit à des heures très précises. C'est des actions ritualisées qui dépassent largement le simple la satisfaction. Oui, c'est au-delà du besoin biologique. Là, on mange à des heures précises. Donc, tous les clients arrivent au restaurant en même temps. Et là, on est dans le rush. Le fameux coup de feu. On parlait du plongeur de Stéphane Larue. Exact. Il l'a merveilleusement décrit. Et donc, tout se passe dans l'urgence et on n'a pas le temps de réfléchir à chacune de nos opérations. Il faut que ça se fasse de manière quasi instinctive. C'est pour ça que l'apprentissage se fait sur le tas. Sur le tas, voilà. Et donc, c'est ça, contrairement aux autres carrières où d'abord on acquiert les savoirs théoriques qu'on met en pratique, là, on veut voir si les nouvelles sont bons, sont rapides, sont efficaces, sont capables d'assimiler, de comprendre la dynamique, mais de manière semi-consciente. Puis c'est seulement après là, que une fois qu'on est installé dans le monde de la restauration, que là, on va aller suivre des cours à l'Institut du bar de Montréal, à l'Institut d'hôtellerie. En sommellerie. Puis les gens qui font l'inverse, on se fout de leur gueule. Oui, c'est ça qui... Vous en parlez, c'est que ces gens-là sont considérés... On rit d'eux, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'arrive pas avec notre théorie, notre formation en bar. Il y a plusieurs formations disponibles. C'est toujours des petites écoles privées, souvent. Les écoles de bartending. Ces gens-là sont un peu raillés parce que ça fonctionne pas comme ça. Absolument. Les jeunes qui font l'école du bar de Montréal, par exemple, qui cherchent un emploi, qui disent qu'ils sont des barman ou des barmaids formés parce qu'ils ont fait la formation, les serveurs, les serveuses de carrière trouvent ça drôle parce que, dans le fond, on peut pas évaluer la valeur d'un barman, d'une barmaid ou de n'importe qui si il a jamais affronté le rush. Il faut montrer que tu es capable de survivre au rush d'abord. Vous abordez l'idée d'ascension aussi. Il y a trois, on peut dire qu'il y a 3 paliers dans les carrières en service. Donc, on commence équipe de soutien. En fait, vous dites, je vais ouvrir aussi une autre parenthèse, vous dites c'est très genré au début. Habituellement, les filles font du service,
Puis les gars vont être dans les cuisines ou vont être boss boy? Boss boy, barman. Il y a des hommes serveurs, mais souvent quand on commence, le jeune homme va être boss boy, puis la jeune femme va être hôtesse. Ouais. Et là, après ça, bon, ça c'est la première étape. Deuxième palier, on va devenir serveur ou serveuse. Et dernier palier, là, on va faire du service, mais on va être plus aux ressources humaines, donc gestion, maître d'hôtel. Maître d'hôtel, donc moitié service, mais gérer aussi, superviser, gérer les plaintes, s'assurer que tout va bien, faire les horaires, faire de la comptabilité. Et, chose étonnante, on apprend dans votre essai que souvent, gravir ces échelons-là, ça ne sera pas dans le même établissement. Non, c'est très difficile de gravir les échelons dans le même établissement. Encore là, bon, ça dépend des restos, mais règle générale... À partir de vos enquêtes, là, règle générale, c'est très difficile. Souvent, on préfère embaucher un serveur ou une serveuse, un serveur ou une serveuse de l'extérieur. Pour moi, c'est un peu parce qu'on veut préserver un peu cette frontière-là entre les employés de soutien et les serveurs, les serveuses. Parce que, au fond, quand ça fait longtemps que t'es boss boy, boss girl, tu sais, t'es vraiment efficace. On a besoin de toi. On veut pas te perdre. On veut pas te perdre. Pour que tu deviennes serveur. Mais en même temps, tu gagnes vraiment moins que les serveurs, les serveuses. D'ailleurs, parlons de ça un peu parce que, bon, il y a différentes méthodes. En général, là, comment ça se passe? Est-ce que c'est du chacun pour soi ou parce que vous l'abordez dans votre essai, il y a des établissements où les pourboires sont mis dans un pot commun et ils sont redistribués avec un système de points? Avec un système de points, exact. Comment ça fonctionne? Selon ton poste, mettons boss boy, boss girl vont avoir 0.5, puis le serveur va avoir 1 point. Puis là, selon le nombre d'heures que tu travailles, tu vas accumuler un certain nombre de points. Et donc, à la fin de la journée, la cagnotte, on prend la cagnotte, puis on la divise là, proportionnellement au nombre de points qu'on a accumulés. Et il y a des Pac-Man. Il y a des gens qui sont identifiés comme des Pac-Man dans ce système-là. C'est ça. Fait que là, dans le fond, dans ce système de pot commun-là, en fait, il y a une sociologie du pot commun, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont mal vus parce qu'on trouve qu'ils travaillent pas assez puis font trop d'heures, donc ils font baisser la valeur des points. Exact. Donc, le pot commun, dans le fond, on veut pas que une personne accumule trop de points en travaillant plus longtemps, donc en étirant le ménage de la fin, le close. Donc, tout le monde veut terminer le plus rapidement possible pour faire augmenter la valeur du point. Et donc, les gens qui traînent un peu la patte lors de la dernière heure, les 2 dernières heures de travail, c'est ça. Parfois, on peut les on rit d'eux. Il y avait l'exemple du serveur qui les appelait les Pac-Man, donc les mangeurs de points. Mais j'imagine qu'il y a une petite pression qui s'installe aussi. En fait, il y a une cohésion d'équipe parce que tout le monde... Tout le monde s'aide, tout le monde travaille ensemble pour faire... donner un bon service, à avoir beaucoup de pourboires. Mais en même temps, il y a une petite pression pour que ceux qui terminent plus vite. Là. Et à l'inverse, quand c'est du chacun pour soi, ben là, il y a, sans dire qu'il n'y a pas un travail d'équipe, il reste que là, on est plus en compétition entre nous. Oui, exact. Fait que là, des fois, on peut se voler des tables ou se battre pour les sections dans lesquelles il y a le plus de tables. On peut ne pas aller aider l'autre... La nouvelle. Qui en arrache un peu. Qui en arrache. Tu sais, parce que tout derrière, c'est ses tables qui se débrouillent. Fait que, il y a... Comment dire, moi, je voulais montrer, il n'y a pas de formule parfaite. Chacune a leur qualité, leurs défauts. En même temps, celle que je viens de parler, là, chacun pour sa poche, il y a un peu plus un sentiment de justice parce que tu es plus efficace, tu es plus ancien, tu prends plus de tables, donc tu as plus de pourboire. Mais bref. J'abordais ça parce que dans le chapitre 2 qui est Servir, vous citez une étude ethnographique faite au New Jersey en 1991 où on a l'impression, et c'est peut-être même dans le grand public en général, même si on n'a pas d'approche sociologique, que les clients, aux yeux des serveurs et des serveuses, sont considérés comme une matière à extraire, une substance qu'on tord pour aller chercher du pourboire. Et vous vous êtes rendu compte dans vos enquêtes que c'est beaucoup plus nuancé et subtil, la relation des serveurs et des serveuses avec le client. Exact. Ben, je m'attendais à retrouver cette relation brutalement intéressée. Puis j'ai quand même été surpris, mais puis ça tient peut-être au fait que, bon, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans des restos gastronomiques. Oui, ou de toute manière, ils ont toujours beaucoup de pourboires, donc c'est pas tant un enjeu. Vous n'avez pas beaucoup de serveuses chez Pacini,
par exemple. Non. Ouais, voilà. Parce que c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. En tout respect pour les gens qui aiment aller chez Pacini. Le bar à pain est excellent. Moi, je mange plus de gluten, je vais plus chez Pacini. Mais oui, il faut dire que c'est des restaurants sans être de la très haute gastronomie. Souvent, le bistrot de quartier, cuisine du marché, très à la mode présentement. Là. Ouais, c'est plus là que je suis allé. Ouais. Et eux, ce qui leur importe vraiment, c'est de donner un bon service, puis surtout collectivement. Et s'ils perçoivent la clientèle comme de la matière à traiter, c'est plus comme formant un tout organique. On me disait souvent, les vagues de clients, les clients arrivent par vagues. La première vague, ça s'est bien passé. La deuxième vague, ça a été horrible. Donc, c'est plutôt comme une force de la nature qu'on essaie de contenir collectivement. Il faut bien faire sa préparation. En amont, donc préparer les couverts, etc. Les postes de travail, que les petits citrons soient coupés d'avance, qu'on soit pas dans ce jus-là quand la vague arrive. Puis quand la vague arrive, ben là, il faut être synchronisé au quart de tour entre collègues. Donc, c'est comme une force de la nature. On voit les clients, l'ensemble des clients comme un tout. On dit souvent des choses comme les clients ce soir, il n'était pas possible, ça doit être la pleine lune. Tu sais, on les voit vraiment comme faisant un tout. Alors que quand toi, Fred, tu vas au resto, tu te sens pas appartenir aux autres tables. À une vague, non, pas du tout. Effectivement. Bon, on a parlé du rush un peu. C'est vraiment l'expérience la plus marquante. Ça a été relaté par vos enquêtes. Le fameux coup de feu, on en a parlé tout à l'heure. On a l'impression... En fait, on pense que c'est ce qui fait peur beaucoup aux gens qui s'apprêtent à travailler D'ailleurs, les gens qui travaillent dans la restauration ne disent pas qu'ils travaillent dans la restauration, ils parlent de l'industrie. Oui, ils disent l'industrie. Ouais. Ah, ça, c'est un gars de l'industrie. Ça, c'est une fille de l'industrie. Ouais, ça parle quand même. Oui, absolument. Le choix du mot industrie. Oui. Puis c'est relié aussi à le côté un peu héroïque. Oui. C'est-à-dire que le coup de feu nous fait peur, mais on veut le vivre parce que c'est une espèce de rite de passage. Oui, absolument. Mais c'est un rite de passage, puis on en tire une fierté de l'avoir affronté. Ouais. Puis c'est là que je prends surtout une distance avec, disons, les reportages qui ont été faits sur la restauration dans les dernières années. On parle beaucoup des conditions de travail horribles, tu disais là, les problèmes de consommation. Le côté toxique. C'est ça, le côté éreintant. Puis moi, quand je parle à des gens autour de moi, ils me disent aussi, c'est épouvantable, c'est dur, c'est éprouvant travailler en restauration. Je m'attendais logiquement à retrouver... Ces témoignages-là. Oui, ces témoignages-là. Les gens dire « c'est horrible, le rush, on sue, on est exploité. » Eh bien non, les gens, ils me disaient au contraire « J'adore le rush. J'adore, c'est pourquoi j'aime travailler dans un restaurant. Puis c'est pourquoi je ne travaillerais pas ailleurs. Parce que sinon, je m'ennuierais. Donc, il y a quelque chose d'absolument exaltant à devoir servir plein de clients, passer d'une occupation urgente à une autre. On s'ennuie jamais. Et, cela dit, c'est usant. C'est usant. Mais c'est que où nous, de l'extérieur, on pourrait voir des gens qui sont exploités. Mais là, j'essayais de plutôt voir cette situation-là de leur point de vue à eux. Et ils utilisaient beaucoup des mots militaires pour décrire leur expérience du rush. Par exemple? Par exemple. L'équipe de travail, c'est une brigade. La salle à manger, c'est le champ de bataille. Le collègue ou la collègue efficace, c'est une machine de guerre. Même les bouteilles vides, c'est des corps morts. Puis on va au front pour les autres. Donc, il y a une solidarité. Puis là, moi, ce que j'avais l'impression de pouvoir saisir, c'est que ce vocabulaire-là militaire, en fait, il donne un côté héroïque aux conditions de travail éprouvantes. Il valorise le sacrifice de soi. Et donc, où nous, on pourrait voir de l'exploitation, puis on aurait raison. Mais eux le sentent pas comme ça. Ils se voient comme des héros de guerre. Et donc, ils en tirent une grande fierté. Et ils ont aussi raison d'une certaine manière de leur point de vue. Parce qu'ils font des choses que d'autres sont pas capables de faire. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu les élus, ceux qui restent longtemps, qui réussissent à faire ça. Ils ont ce sentiment-là de faire partie d'une caste. Une caste, c'est peut-être pas le bon communauté. Mot. Une communauté, voilà. Absolument. Voilà. Vous vous rappelez aussi que le rush, c'est drôle parce que comme client, je l'oubliais, souvent le rush, ou en tout cas un quart de travail va durer 12-14 heures. Et c'est une tempête d'essence. Vous utilisez ce terme-là parce que, il y a le bruit assourdissant, constant. Il y a l'odorat aussi qui est extrêmement sollicité. On a l'impression, c'est le fun, on travaille ça sent bon, mais
Mais si vous n'avez pas le temps de manger parce que vous êtes trop dans le jus, il y a quand même des enjeux. Là. Il faut combattre ça d'une certaine façon. Oui, exact. Puis ça, souvent en sociologie, on n'est pas attentif au sens. Ouais? On est attentif surtout au discours. Ouais. Ouais. Des fois, la vue un peu, on prend des photos, mais l'odeur là, qui creuse l'appétit quand on n'a pas mangé parce qu'on travaille sur l'heure du souper, ça aussi, c'est difficile. Le bruit, les nouvelles, ils disent tout le temps « Oh, wow, c'est la cacophonie, c'est difficile de se repérer. Ouais. » Donc, il faut développer, mais en fait, ça se fait un peu naturellement. Ça fait partie de cet apprentissage sur le tas de distinguer le son de la cloche du plat qui est prêt. Du plat qui est prêt, de la cliente qui rit fort, de notre collègue qui nous dit hey, « viens m'aider », du collègue qui parle à une table. Donc, il faut être capable de se repérer dans un espace auditif extrêmement dense. Jules Pector, l'Allemand, élément vraiment... Tu sais, en fait, votre essai pour boire, c'est vraiment une intrusion dans ce monde-là, des choses qu'on ne voyait pas. Et il y a une partie qui s'appelle En coulisses, où là, j'avais jamais réalisé ça. C'est la partie invisible, c'est-à-dire que c'est les endroits dans les restos, puis là, c'est pas une coulisse officielle comme au théâtre, là. C'est un endroit en retrait qui va permettre, pendant le coup de feu, entre autres, aux gens d'aller prendre une petite pause, d'aller... et sociologiquement, c'est intéressant, ça. Oui, d'aller décompresser. Oui. Exactement. Mais c'est une métaphore en sociologie qui est quand même connue, c'est celle de Erving Goffman. On n'est pas tous sociologues. Ah non, mais désolé. Ça sonnait prétentieux. Désolé. Non, faut juste je voulais juste rendre à César ce qui revient à César. OK. Donc, en sociologie, la métaphore théâtrale de Erving Goffman, sociologue canadien-américain dans les années 60, il s'intéresse à la géographie de la situation d'interaction. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, on a des rôles. Oui. Je te parle pas, Fred Savard, de la même manière que je parle à ma mère, de la même manière que je parle à mes amis. J'ai peut-être le même âge que votre mère. Ça, peut-être. Je pense pas, mais... mais j'espère que vous ne parlez pas comme à votre père. Célibataire, hein, d'ailleurs. Donc, les coulisses. Oui, c'est ça. Donc, il y a une scène. Oui. Et il y a une coulisse. Donc, évidemment, c'est une métaphore. Il n'y a pas vraiment ça, mais sur la scène, on va agir, se comporter, avoir une attitude différente. On va être en représentation. Exactement. Oui. Donc, les serveurs, les serveuses, leur scène, c'est devant les clients, leur public. Oui. Et la coulisse, ça va être en dehors du champ visuel ou auditif des clients. Oui. Et là, ils vont pouvoir abandonner leur rôle de serveur. Donc leur rôle de personne chaleureuse, attentionnée, polie, extrêmement maniérée. Et là, en coulisses, disons derrière le comptoir, dans la cuisine, dans un petit débarras, un peu à l'écart, mais là, avec un collègue, là, on va pouvoir se défouler. Mais on peut dire, telle table, ils sont vraiment gentils, je les adore, mais le plus souvent... Ça, c'est l'étonnant. Ah oui, ça, c'est l'étonnant. Mais attends, j'y arrive. Mais souvent, ça va être l'endroit pour se défouler. Je les haïs. Ils sont tellement cheap, ils m'ont laissé 10% de pourboire. Avec toutes leurs demandes spéciales, genre, ils rendent mon service impossible à réaliser. Et donc, ils créent une intimité. Parce que on contredit les impressions qui sont produites sur scène. Et donc, on se dit, oh, wow, on partage quelque chose quand même. Et c'est ça participe à créer ce sentiment de communauté-là. Dans ces moments-là, vous le relatez, puis je m'en doutais un peu, mais reste que c'est quand même, je trouve important de le souligner, la cigarette. Oui. La cigarette, jusqu'à quel point la cigarette va être adoptée par des gens qui ne fumaient pas juste pour avoir ce moment-là? Parce que vous dites que c'est à peu près la seule raison qui permet de s'extraire de la représentation du service, c'est aller fumer une clope. Oui, exact. Il y a pas beaucoup... tu peux pas vraiment prendre de pause en restauration, du moins pas quand il y a des clients. Parce que il faut que les assiettes soient apportées, il faut que les drinks soient apportés aux tables. Il faut que ça soit fait. Mais quand tu fumes, tu as comme un petit passe-droit. Tu as le droit d'aller prendre des 2 minutes pour aller fumer. Puis, c'est ça. J'ai rencontré des gens qui me disaient, moi, j'ai commencé à fumer quand j'ai commencé à travailler en restauration. C'était le seul moyen pour pouvoir avoir des pauses. Peut-être de moins en moins. Oui. Mais en même temps, je ne sais pas à quel point. En tout cas, il faudrait des statistiques là-dessus, mais
j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui me disaient « j'ai commencé à fumer » ou « là, j'ai arrêté de travailler en restauration, donc j'ai arrêté de fumer ». C'était comme... Ça allait ensemble. Ouais. On parle des coulisses et il y a quand même la notion aussi que, et vous le dites dans votre essai, c'est que c'est presque tabou aussi de voir les gens du service pas faire du service. On les voit jamais faire autre chose. C'est pour ça que la coulisse est si importante aussi. Oui, exactement. Si on reste dans les concepts de Erving Goffman, il y a ce concept de séparation des publics, qui veut dire que dans la vie de tous les jours, on a différents rôles. Donc, je peux être le rôle du bon fils, de l'ami, de l'intello qui vient de parler de son livre. Et donc, des fois, si ces rôles-là se contredisent, ben, le plus simple, c'est que nos publics auxquels on présente ces rôles-là ne se rencontrent pas. Donc, moi, si les gens me voyaient là, dans le privé, là, ils verraient que c'est pas si glorieux qu'à la balado. Ben oui, ben c'est ça. Je comprends exactement ce que vous me dites. Mais là, on est dans ton sous-sol, j'ai vu un aperçu de en haut, là. Aux auditeurs, là, je vais pas dire ce que j'ai vu, là, mais... c'est une blague. Mais bref, le personnage qu'on présente aux clients, on voudrait pas que le personnage qu'on présente à nos collègues, il soit vu par les clients. Mais non, voilà. Ben oui. Parce que, bon, avec nos collègues, on peut être grossier, on peut être niaiseux, on peut être vulgaire, on peut être vulgaire et tout. Si nos clients voient ça, ça brise le rôle. Et ça peut, inconsciemment, jouer sur le pouvoir qu'on va recevoir, évidemment. Ben oui, aussi. Mais il faut faire vraiment attention avec la métaphore théâtrale parce que souvent, on peut avoir une conception romantique. C'est-à-dire penser que sur la scène, on tient un rôle et donc que c'est faux et qu'en coulisses, là, on est vraiment nous. Mais pour Erving Goffman, on a toujours un rôle. Donc, on a un rôle de serveur, mais on a aussi un rôle de collègue, on a un rôle d'amoureux, il n'y a pas de hiérarchie des rôles. Il n'y a pas de hiérarchie des rôles. Mais, c'est-à-dire, nous-mêmes, on peut se sentir beaucoup plus attachés à notre rôle, au rôle qu'on présente à nos amis, à notre amoureux, notre amoureuse, et beaucoup plus détachés du rôle de serveur-serveuse. Mais c'est ça, il n'y a pas de hiérarchie. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup, les serveurs, les serveuses, ils trouvaient ça un peu vieillot de ce côté-là de présenter... De manière trop exagérée, un rôle de serveur-serveuse auquel ils ne croient pas. En fait, ils veulent croire, ils ont envie de croire à leur rôle de serveuse. Ils se considèrent eux-mêmes comme des personnes chaleureuses, attentionnées. Ils prennent un plaisir sincère à faire plaisir. Il y a un souci d'authenticité. Il y a un souci d'authenticité. Qui est très à la mode, l'authenticité est partout. Absolument. Mais il y a ce souci-là de s'éloigner du côté guindé, d'une certaine idée du service en restauration, peut-être plus de tradition française. Mais bref, moi, tout ce que je veux montrer, c'est que l'authenticité, c'est vraiment croire à son rôle au final. Tout à fait. C'est prendre moins de distance possible avec les rôles qu'on a. Dans la partie 4, aussi, une intrusion, moi, en tout cas, qui m'a intéressé, en fait, c'est ça s'appelle pourboire et ritualité, c'est que vous distinguez 3 étapes. Parce que le pourboire, c'est pas juste... Le plat de résistance. Oui, voilà, le fameux menu. Je sais que ça t'a agacé. Non, c'est moins pire que je pensais. Mais le pourboire, c'est pas juste le 7 piastres qu'on ramasse sur le comptoir quand les clients sont partis. Il y a d'abord la collecte. Et là, c'est drôle parce que dans vos interviews, vous disiez que, en fait, vous avez remarqué que les employés, dans leur discours, se disent détachés du pourboire. Que c'est pas important pour eux. Ils disent c'est pas important. Puis il y a un désir d'être détaché. Mais en même temps, si on dit « Ah, moi, j'essaie d'être détaché », c'est qu'au final, on ne l'est pas tout à fait. Voilà, il y a une conscience. S'il faut justifier sur le fait qu'on est détaché, c'est parce qu'on ne l'est pas tout à fait. Puis, on me disait « Ah, souvent, les paiements, ils se font par carte aujourd'hui. » Donc, on me disait « Ah, je regarde jamais combien les gens vont laisser. » Oui, et ça c'est drôle parce que quand vous l'avez écrit, je me remémore les fois. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de désir que la serveuse ou le serveur va nous montrer qu'elle ne regarde pas. C'est un peu affecté, elle regarde vraiment ailleurs. Et tu sens que c'est pour nous montrer qu'elle ne regarde pas. Exact. C'est une manière de respecter l'autre, de dire pas de pression. Oui, il y a la norme du 15%, mais en fait, vous êtes totalement libre. Tout à fait. Donc, on respecte le droit au pourboire, à inscrire un montant de manière privée. Mais en même temps, au moment
de donner le reçu. De reprendre la machine, Ouais. de déchirer. Ouais. Là, en prenant le papier, là, on jette un coup d'œil. Furtif. Rapide, et on sait calculer. Donc, oui. on sait à peu près si Ouais. c'est 15% ou non. Ouais. On déchire. Ouais. Et on donne. Si le montant est... Souvent, on me dit, en bas de 15%, moi, je dis rien non plus. Ouais. Là, c'est pas important, Ouais. ça l'arrive. C'est plus ou moins vrai. C'est plus ou moins vrai. Mais si c'est en bas de 8%, Oui. là, on va demander réparation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, à cause d'une raison d'interprétation fiscale. Puis j'insiste sur interprétation. Oui. Donc, mais je suis pas comptable, là. Il faudrait demander à un vrai comptable, là, mais dans le fond... Faites attention, si vous dites le mot comptable 3 fois à la balado, Pierre-Yves McSween, Oh non! arrive. Surtout pas lui! On le salue. Non, mais le 8% est important parce que c'est un seuil. Oui, c'est un seuil. En restauration, on dit qu'en bas de 8%, que le gouvernement du Québec impose comme les serveurs, les serveuses, comme s'ils recevaient toujours au minimum 8% Ah de oui, pourboire. OK, c'est ça. Et donc, s'ils reçoivent moins de 8%, c'est comme si ils avaient des revenus qui seraient moins importants que ce sur quoi ils sont imposés. Ouais. Sauf que c'est plus complexe que ça dans les faits parce que on est toujours imposé d'abord et avant tout sur notre revenu annuel. Ouais. Oui, voilà. Donc c'est vraiment plus Oui, complexe. on ne rentrera pas dans la On fiscalité. rentrera pas. Cela dit, donnez pas moins de 8%. Non. Tu sais, si vous... Gens à la maison. Oui. Parce que là, c'est ça. Que ça soit fiscalement vrai ou non, Oui. c'est généralisé. Les serveurs, les serveuses, s'ils reçoivent moins de 8%, ils se sentent lésés. Oui, c'est oui, comme le c'est seuil ça. à ne pas dépasser. Oui. Si vous voulez vraiment communiquer que vous n'avez pas apprécié votre service parce qu'il y a un incident majeur qui est arrivé, vous pouvez ne pas laisser 15%, mais n'allez pas en dessous de 8% c'est ça, parce que 15%, c'est pas, symboliquement, là, c'est la norme. c'est la norme au Québec. Oui. Pour dire qu'on a bien aimé notre service, si on est en moyen puis on a vraiment aimé ça, on donne plus. Il y a le 20%, lui, par exemple, ça semble être la norme pour les gens de l'industrie entre eux et elles. Absolument. Puis c'est ça, c'est que mon étude, ça commence au restaurant. Oui. Mais plus je leur parle, plus je me rends compte que dans le fond, dans le fond, c'est une communauté. Puis ils sortent entre eux, ils se connaissent. Ils se fréquentent entre établissements. Ouais. Fait que là, mon livre commence dans le restaurant, puis après, ils s'intéressent plus à leur sortie. Oui. Et donc, quand ils sortent au restaurant, ils vont toujours laisser 20%. Ça, on me dit, moi, quand je vais au resto, je laisse toujours 20%. Ouais. C'est systématique. Ouais. Si j'ai vraiment apprécié, ils vont laisser 25%. Ouais. Si le service est vraiment comme correct, médiocre, là, ils vont laisser 15%. Ouais. Fait que c'est comme vraiment différent que Puis s'ils sont dans le commun des mortels. S'ils sont dans la mafia, c'est 50%. Ouais, exact. De pourboire. Ou s'ils veulent une table comme toi. Bon, j'ai plus les moyens de faire ça. Mais tout ça pour dire que on pense tout le temps l'argent comme étant quelque chose de froid, de relié au profit, mais ça peut aussi être un outil de communication pour montrer... Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils mettent 20%? Dans le fond, ils communiquent de la reconnaissance. Ils disent « je sais ce que c'est, tu mérites plus que la norme ». Ils expriment leur solidarité. On est dans la même gang. On est dans la même gang. Leur appartenance à un monde commun. À la communauté, Bon, donc ça, c'est la première étape, la collecte. On en a parlé tantôt, la division. Ça peut varier, c'est soit un pote ou chacun pour ça. Et il y a la récupération. Et là, il y a tout un rituel derrière ça aussi. Quand c'est remis, quand c'est un pote, c'est souvent une fois par semaine dans une enveloppe. Sociologiquement, ça parle aussi de recevoir son montant qui est différent peut-être du collègue dans une enveloppe. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie du processus de marquage de l'argent. Tantôt, je pense que je ne l'ai pas dit, mais ce concept-là sociologique qui vient de l'américaine Viviana Zelizer, elle dit que, dans le fond, on appose symboliquement une marque sur l'argent. Et c'est ça qui va façonner comment on va le dépenser. Et cette marque-là, ça peut être dans le langage, par exemple, dire de l'argent de poche, mais ça peut être aussi physiquement. Donc, l'argent... D'abord, elle va être cash, puis on va la déposer dans une enveloppe, on va écrire un nom, des fois on demande même une signature. Et donc, c'est marqué physiquement, mais aussi temporellement. On ne le récupère pas le jeudi aux 2 semaines, on le récupère à la fin de la journée ou de la semaine. Et il va y avoir un rituel aussi, souvent, les gens qui ne travaillent pas ce jour-là, qui viennent chercher leur pourboire, vont rester pour prendre un verre avec les employés qui travaillent ce jour-là. Et là, il va y avoir aussi du commérage. Absolument. Qui est très important
pour marquer un peu les rôles de chacun. Les rôles, les normes du groupe. Exactement. Donc, on pourrait très bien attendre 2-3 jours pour aller chercher son prochain quart de travail pour y aller. Mais en même temps, on prend plaisir à aller sur son lieu de travail en tant que client. Oui. On s'installe au bar, symbole qu'on veut discuter. Oui. Et là, on va dans un moment pas trop achalandé, on discute avec ses collègues, et là, on va papoter. Les commérages sont très importants. Ah, un tel avait pas une bonne attitude. Ah, une telle m'a vraiment sauvé le cul avec telle table. Telle personne a été héroïque pendant un quart de travail parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé malade, elle travaille pour deux parce qu'on est bien sorti. Bon, donc, les commérages ont vraiment une fonction pédagogique. Ils disent, elles apprennent, elles véhiculent les normes. À quel point il faut être solidaire, à quel point il faut être efficace. Donc, dis comment nous comporter, quelles sont les attentes à notre égard. Vous l'avez dit tantôt, on en parle, la communauté est importante. On se rend compte, dans le fond, que les gens du service, c'est extrêmement prenant et souvent, ça va déborder dans leur vie privée. C'est-à-dire que, dans le fond, ils vont se mettre qu'à ne fréquenter des gens de l'industrie parce que ils sont à rebours de la société, forcément. Eux, ils travaillent quand la plupart des gens sont en congé. Mais oui, c'est ça. Un restaurant, c'est littéralement un endroit où les gens viennent se restaurer. Donc, tu travailles quand les gens ne travaillent pas. Voilà. Donc, souvent, tu as des horaires de soir. Tu travailles la fin de semaine. Ta propre fin de semaine à toi, c'est quand? C'est le lundi, mardi. Tout à fait. Qu'on appelle la fin de semaine de l'industrie. L'autre jour, j'ai croisé des amis. C'était un lundi soir. Ils faisaient ce qu'ils appelaient la parade, c'est-à-dire la tournée des bars sur Mont-Royal. Ah ouais? Je les salue d'ailleurs. OK. Et eux, c'était leur fin de semaine. Donc, t'es un peu à rebours et tes amis, les seuls gens qui sont sur le même rythme que toi, c'est d'autres employés de la restauration. Donc, ça a un impact sur tes relations amicales, sur tes relations amoureuses aussi. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui fait du 9 à 5 quand toi, tu rentres à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Fait que les collègues deviennent des amis, des amoureux. Qui nourrissent le commérage. Qui nourrissent le commérage, et évidemment. La matière à bavardage préférée, c'est les actualités dans le restaurant. Les actualités romantiques. Les actualités romantiques. Il y a tout le temps des patrons exécrables dans tel ou tel restaurant qu'on peut commenter leurs déboires. Donc, c'est toujours très amusant. En plus, c'est ça, on a développé une intimité en coulisses au restaurant. Puis à la fin même du quart de travail, mais là, je sais pas si tu veux en parler tout de suite. Go. Souvent, dans les restaurants, le patron, la patronne offre une consommation d'alcool. C'est ce qu'on appelle la bière staff. Le beer staff. La beer staff. Québécisé, la bière staff. Et ça aussi, c'est un rituel sociologiquement qui est intéressant. Là. Absolument, parce que, dans le fond, pendant le rush, ça a été un travail très intense, très éreintant. Peut-être qu'on s'est accroché, peut-être qu'on s'est chicané, engueulé. Ça peut arriver parce qu'on est tellement sous pression. Avoir une petite bière à la fin du chiffre pour pouvoir décompresser, c'est super important. Puis les gens qui vont pas rester pour boire une bière, souvent on va les voir un peu d'un mauvais œil, on va les trouver poches, tu ne serais jamais boire. C'est comme s'ils nous rejetaient au final. Et au final, c'est eux-mêmes qui se rejettent de cet univers. De cette communauté. Donc, tu commences à travailler en restauration, mais finalement, ça devient tes amis, ça devient tes sorties. Et il y a une dimension aussi que je découvre dans votre essai, Jules Pector l'Allemand, c'est que les employés de l'industrie, de la restauration, dans leur temps libre, vont souvent le passer en une partie dans leur lieu de travail, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir les collègues et vont beaucoup vouloir aller dans d'autres restaurants, dans des nouveaux restaurants pour goûter ce qui se fait pour se tenir au courant. Donc, c'est une espèce de formation d'autodidacte continue. Qui coûte cher d'une certaine façon. Qui coûte cher. Et c'est eux qui le payent, là. C'est pas le patron qui leur donne un per diem pour aller se former. Fait que c'est quand même je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a une espèce de servicieux derrière ça. Ouais, un servicieux, mais ils le voient pas vraiment comme ça. Eux, ils voient plutôt c'est leur passion. Ils sont passionnés par les cocktails, le vin, la gastronomie. Et donc, dans leur temps libre, ils vont en profiter pour se tenir au courant, rester à jour sur ce qui se passe dans les nouveaux restaurants, les nouvelles cartes, etc. Donc, on sort beaucoup au restaurant, souvent avec les collègues, le dimanche, le lundi, dans les jours moins occupés.
Et on sort justement avec cet argent-là, le pourboire, qui est l'argent de poche, l'argent de dépense. Le funny money. Le funny money. Ouais. Ouais. L'alcool, il faut en parler parce que il y a une frontière quand même qui est souvent très ténue, c'est-à-dire que on sert de l'alcool, on doit y goûter souvent aussi, mais les vins, si on veut parler intelligemment sans avoir une formation en sommellerie, il faut quand même goûter la carte qu'on va proposer. Ouais. J'imagine que dans les interviews que vous avez faites, ça devient un enjeu, j'imagine, ça, l'alcool, parce que et c'est accepté aussi qu'on soit un petit peu chaud d'ail, comme on dit, travaillant, et même c'est peut-être encouragé. Ben, tout à fait, ouais. Puis ça fait partie des raisons pourquoi c'est si le fun de travailler en restauration. T'es proche des alcools, tu goûtes des super bons vins. Ton collègue qui est un peu plus haut dans la hiérarchie informelle de ton établissement, il sert des shooters pour tout le monde. C'est une manière de montrer son appréciation. Oui, on peut en parler du mais il faut en parler parce que vous le dites, les shots, les fameux shots, les shooters, il y a un rituel aussi, il y a une sociologie derrière ça. Absolument. Pour moi, le shooter, c'est le cadeau par excellence dans l'industrie de la restauration. Puis là, je me base sur Marcel Mauss, qui est un anthropologue français du début du siècle dernier, et de sa théorie sur le don et le contre-don. Pour le donner à partir d'un exemple là, très simple, mettons si toi, Fred, on t'offre un morceau de vêtement à ton anniversaire, que tu le trouves laid, tu vas pas le dire. Non. Pourquoi tu vas pas le dire? Parce que, dans le fond, dans la chose donnée, dans le don, le cadeau, la personne qui donne dépose une partie d'elle-même. Il y a une partie de son essence. C'est presque spirituel. On croit qu'on est dans des sociétés totalement sécularisées, mais il reste encore un peu de spiritualité dans sacré dans le don. Et donc, tu vas l'accepter quand même. Et je vais simuler que je suis content, merci. Absolument. Et sûrement qu'à son anniversaire, à cette personne-là, tu vas lui donner un cadeau aussi. Parce que quand tu as l'obligation de recevoir les cadeaux, mais tu as aussi l'obligation de redonner. On n'a qu'à regarder à Noël quand on va dans des centres d'achat, essayer de trouver des cadeaux que on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut donner, mais on cherche un cadeau. Parce qu'il y a là une obligation sociale à la fois de recevoir et de rendre. Pourquoi? Parce que, justement, on ne veut pas froisser autrui, mais aussi on veut assurer un certain équilibre. Parce que quand on reçoit des cadeaux, ensuite, il y a l'ombre de la dette qui plane sur nous. Parce que si on reçoit tout le temps des cadeaux... Puis qu'on n'en donne jamais. Ben, on est cheap. D'une certaine manière, on reconnaît la supériorité d'autrui. Si un jour, cette personne-là va être mal prise, ben, on sera comme obligé d'accepter parce qu'elle nous fait plein de cadeaux. Et en restauration, c'est le shooter. En restauration, à mon avis, le cadeau par excellence, donc c'est le shooter. Comme n'importe quel cadeau, on est un peu obligé de l'accepter. « Hey Fred, on fait des shots? » Là, si tu dis non, mais là, sûrement, tu vas dire quelque chose comme « Ah, mais prends-le pas personnel, j'ai arrêté de boire. » Mais c'est justement parce que sinon, on le prendrait personnel. Parce que dans l'alcool qui a été versé dans les petits contenants, d'une certaine manière, j'ai mis un peu de moi, puis je te dis « Tiens, prends un peu de ma personne. » Lions-nous à travers cet entrechoquage. Je ne sais pas si ça se dit, cogner ses verres. Non, on va se lier, on va sceller une alliance. Donc, t'es mieux d'avoir une bonne raison. Puis sûrement que si j'accepte que, bon, tu bois pas, finalement, je vais dire à la serveuse, au serveur, sers de l'eau, du jus, juste pour qu'on puisse faire le trinquage. Moi, je le vis depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool. C'est que je me fais encore offrir des choses. C'est souvent 7-Up ou un verre de lait, un shooter de lait. Et que je prends avec plaisir. Je ne veux pas casser... En fait, je vais peut-être donner un scoop. Beaucoup de gens qui travaillent, parce que j'ai beaucoup été dans les bars dans ma vie, j'ai connu beaucoup de gens des barman et des barmaids qui souvent ont des petites techniques pour accepter cette offrande et ne pas la boire parce que sinon ils ne seraient pas capables. Ben oui, absolument. Souvent, on va choisir des shooters d'alcool blanc pour être capable de mettre de l'eau dans son verre à soi, ou on va le trinquer rapidement et moi, on m'a déjà dit, moi, des fois, je le verse derrière mon épaule rapidement. J'ai l'impression de le boire et les gens, évidemment, sont en état d'ébriété à partir d'un certain temps, ils le voient pas. Parce que sinon, avec les clients, on serait
très, très en état d'ébriété chaque soir là, si on buvait tout ce qu'on nous offre. Ouais, surtout dans les bars. Ben, moi-même, j'ai travaillé dans un bar dans Villeray. Ouais. Pas au Miss Villeray? Non, au Huis Clos. Ah oui, je suis allé. Une fois. Puis c'est ça, ben moi-même, je faisais ça des fois où le shooter spécial, c'était le Wiser, un whisky, là, bref. Ouais. Puis souvent, on faisait Wiser Aperol. Tu sais, on top à l'Aperol, donc un alcool sucré, 12%. Ouais. Puis là, moi, dans le fond, c'était plus du Aperol topé au Wiser. Ouais, je comprends. Tu comprends? C'est ça. Parce que des fois, il y a des petits trucs comme ça. Ben oui. Parce que, justement, c'est dur. Ben, c'est dur de dire non. Oui, parce que on se fait proposer de... Pas juste de l'alcool, en fait, on se fait proposer de se lier à l'autre. Ouais. C'est ça, un cadeau. Ouais. C'est se lier aux autres. Oui. Puis, inversement, une fois qu'on accepte le cadeau, ben, il faut le rendre. Il faut, un jour ou l'autre, payer la tournée en retour. Ben, sinon... c'est mal vu. Sinon t'es cheap. Oui, c'est toujours mal vu d'être cheap. Ouais. Oui, c'est toujours mal vu. Ben oui. Il y a une hiérarchie informelle. C'est-à-dire que... Et vous donnez l'exemple de Nick. Oui. C'est-tu Nick? Non, Nick, c'est celui qui vous parle de l'obligation du shooter, mais vous l'avez perçu chez une des personnes que vous interviewez, qui, dès le début, vous lance plein de noms de restaurants où il travaille, qui est un restaurant qui est à haute échelle, pour marquer où il est rendu. Ouais. Donc ça, c'est présent quand même dans l'industrie. Oui, mais surtout chez les serveurs et les serveuses de métier. Oui. Donc, qui sont pas celui ou celle que c'est juste une job en attendant, mais qui ont fait le choix d'en faire une carrière. Ouais. Qui vont s'équiper, qui vont traîner leur équipement, leur shaker, qui traînent avec leur bar spoon. Exact. Tout leur équipement d'un bar à l'autre. Ouais. Qui accumulent aussi la merch, donc les chandails des bars pour lesquels ils ont travaillé, les chandails des marques d'alcool. Donc, les serveurs, les serveuses de métier, ils vont... Mais ça c'était un drôle d'entretien. Ça a été mon plus compliqué, en fait, parce que la personne voulait un peu que je comprenne qui elle est, en me nommant des établissements, des personnes connues dans le milieu. Donc, tout ça pour dire, c'est une petite communauté, tout le monde se connaît, il y a des personnalités connues, réputées, respectées. Et travailler avec ces gens-là, par association, ça nous magnifie. Oui, d'une certaine manière. Bon, on parle des serveurs de métier, des serveuses de métier, mais il y a aussi... En fait, il y en a qui le deviennent. C'est ça qui est un peu, je dis triste. C'est peut-être pas le bon terme, mais il y a des gens qui vont se faire prendre, qui au début vont vouloir être serveurs ou serveuses parce que c'est payant, parce qu'ils veulent payer leurs études, et qui se rendent compte au bout de 5, 6, 7 ans qu'ils ont laissé tomber les études et qui sont dans une espèce de roue. D'ailleurs, il y a une partie dans votre essai qui s'appelle la roue. Ouais. Et qui sont feuilleton. On pourra peut-être en reparler. Oui, mais qui sont pris là-dedans. Ouais. Pris là-dedans. C'est peut-être pas le bon terme, mais qui, dans le fond, se rendent compte qu'ils ont mis de côté leurs études et qui sont dans ce monde-là qui est très prenant. Ouais. Mais j'essaie de pas trop poser de jugement, à savoir si c'est triste moi, je peux ou le faire. non. Moi, je fais juste ça. Toi, tu peux le faire. Mais, ouais, c'est ça. C'est souvent, disons, le schéma typique, là, c'est t'es dans la vingtaine, t'es aux études ou / tu sais pas trop quoi faire, t'attends de rentrer dans ton domaine à toi, dans ta branche. Puis, le travail en restauration, c'est le travail dit sans qualification, mais là, on a parlé qu'il faut énormément de qualifications. C'est ça que j'ai voulu montrer. Pas de qualification officielle. Non, mais incorporer des automatismes. Et plein de savoir, oui. Bref, c'est le travail le plus payant. Ou un des plus payants qu'on peut faire là, sans qualification. Fait qu'on commence souvent début vingtaine, on rentre là, on monte un peu les échelons. Là, c'est le fun, on a une maudite belle gang, on s'est fait des amis, on sort ensemble, on fait de l'argent, on est bon, on nous dit qu'on est bon, une bonne tape sur l'épaule, toi t'as de l'avenir ici. Finalement, c'est ça, tu fais de plus en plus d'argent. Et tu découvres une communauté. Ton horaire est incompatible avec celui d'autres milieux, celui de l'école par exemple. Au début, tu étais à 4-5 cours à l'université ou à temps plein au cégep. Finalement, là, tu rentres à temps partiel, t'échelonnes. Finalement, ton bac, tu le fais sur 7 ans. Tu l'arrêtes carrément. Puis là, tu te dis, t'es fin vingtaine, début trentaine, puis tu te dis, écoute, ça pourrait être ma carrière. Je suis bon dans ce que je fais. J'adore. J'ai commencé à prendre des cours de sommellerie, justement, parce qu'on a prouvé qu'on était efficace d'abord.
Et là, on dit, voilà, ça va être ma carrière. Ouais. Fin vingtaine, début trentaine, souvent, c'est à ce moment-là qu'on se dit, voilà, ça va être mon métier. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui déchantent plus tard? Ouais. En tout cas, vous avez l'échantillon, c'est 16 personnes, mais reste que il doit en avoir qui se font prendre. Ouais. Ben, il y a quelque chose de très personnel dans cet essai-là. Au final, moi-même, j'ai travaillé 3 ans en restauration pendant que je faisais mon bac. Ouais. Puis, tu sais, un bac en sociologie, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Je me demandais. Ouais. Puis on me disait, hey, t'es bon, tu pourrais aller prendre un cours à l'école du bar, devenir un barman. J'y pensais, je sais comment, c'est pas fou. Ouais. Bon, finalement, le hasard de la vie on a décidé autrement, mais il y en a qui vont suivre cette avenue-là et ils vont rester un peu, comment dire, tiraillés, toujours un petit peu insatisfaits de leur décision. Ouais. Ça doit être difficile de vieillir dans cette industrie-là. C'est très difficile de vieillir dans cette industrie-là. Il y a une phrase que j'aurais dû mettre dans le livre, mais je l'ai remarqué seulement une fois que le livre était parti à l'impression. Bon, je pense vous pouvez corriger, la balado, ça reste ça. Ah, ben c'est ça. Donc, je pense qu'il résume le mieux le style de vie de la restauration. C'est cette petite phrase qu'on me répétait, presque tout le monde me répétait, qui était « Dans 10 ans, moi, je vais quitter la restauration. » Tout le monde me disait ça. C'est bien le fun dans 10 ans, mais dans 10 ans, je quitte. Mais on me disait ça qu'on ait 20, 30 ou 40 ans. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que on le sait qu'on a un style de vie qui n'est pas viable. Ouais. On sort beaucoup. On boit beaucoup. On boit beaucoup d'alcool. On boit beaucoup d'alcool. Comme on disait, on a développé une passion, on veut se tenir à jour sur la gastronomie. Ouais. On sort beaucoup au resto avec les collègues. Donc, on dépense notre pourboire, justement. Cet argent de poche-là, ce funny money, on le dépense. Et puis, le travail est éreintant. Ouais. On sait que là, on est bon, on est capable, mais on sait qu'on ne pourra pas toujours faire ça. Donc, on sait qu'il y a un peu quelque chose de pénible. Mais en même temps, quand est-ce qu'on va quitter la restauration? Dans une décennie. Tu vois, on veut pas la quitter parce que c'est tellement le fun. Puis pourquoi on veut pas la quitter? Ben parce que on boit. On s'amuse comme des fous. En fait, c'est la vie bonne. Et d'ailleurs, il y a des pauses clopes. Vous appelez ça en tout cas, l'éditeur a appelé ça des pauses clopes. C'est-à-dire qu'il y a une section qui est... et l'édition, elle est différente. Là. C'est comme des espèces d'encarts de plusieurs pages. Et vous abordez, entre autres, la vie bonne. Avec un concept que je ne connaissais pas du tout, la bulle sonore privative. Ben, c'est une notion, là. Oui, mais c'est intéressant de parler de tout ça parce que vous dites que, dans le fond, il y a aussi ça. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans l'industrie de la restauration, en tout cas dans le type d'industrie que vous avez... où les gens faisaient partie, c'est-à-dire des restaurants quand même, qui vont privilégier le circuit court, cuisine locale. Mais on veut s'associer à ce style de vie-là. Quand on travaille aussi. C'est pas seulement un travail, c'est que nous aussi, dans le fond, on est des gens qui aiment bien vivre, bien boire, et donc ça nous élève un peu de façon sociale. C'était à peu près la moitié des gens que j'ai interviewés ils appartenaient à ce monde-là, là, des bars à vin décontractés. Là, vous appelez les aventuriers. Les aventuriers gastronomiques. Ils considèrent eux-mêmes leur goût comme étant avant-gardiste. Fait que je les appelais les aventuriers. Bon, c'est peut-être pas le terme parfait. Mais on comprend. Et donc, ils sentent être les porteurs d'une culture. Oui, c'est eux les représentants. Et donc, non seulement dans leur travail, mais aussi dans leur sortie. Donc, ils se sentent appartenir à un monde, ils vont au restaurant et leurs bars à vin décontractés, ils les aiment, oui, pour les produits d'importation privée. Ça, c'est la justification pratique. Il y a des produits qu'on retrouve nulle part ailleurs, mais il y a aussi une ambiance. Et c'est là qu'il y a la bulle sonore privative. C'est que c'est des ambiances où il y a une musique forte réglée sur les basses. Donc, il y a un brouhaha de clients. Donc, ne serait-ce qu'on est très serré, on est à côté des autres tables, mais on n'entend pas ce qui se dit aux autres tables parce que, dans le fond, le son nous enveloppe, crée une intimité. Et donc, j'essayais... Parce qu'on me disait tout le temps, il y a quelque chose de spécial dans ces places-là, puis j'essayais de saisir ce quelque chose-là. Oui, parce que vous relatez, vous êtes avec 2 amis, Laurent et Marie, et là, vous vous rendez compte qu'il y a des rires qui fusent et qu'il y a des codes derrière ces rires-là. Exactement. Puis c'est des amis, fait que je les connais bien. Puis 1 heure avant, ils sont dans le rôle de l'ami. Et là, tout d'un coup, hop, ils tombent dans le rôle de...
un peu hédoniste de la personne qui sait profiter du moment présent, boire des bons vins. Et donc, il y a des cas, il y a une manière de s'exclamer, de rire de manière très forte. Donc, j'essayais d'aller dans la subtilité des rires, des postures du corps. Et c'est ça. Donc, les gens que je rencontrais, du moins une partie, parce que l'autre partie trouvait ce monde-là extrêmement prétentieux. Et parce que c'est ça, ces Pulse Club-là, ces feuilletons sociologiques-là, je les ai publiés avant. Dans des textes, dans des revues, entre autres. Dans des revues, à l'avance. Donc, je pouvais les faire lire à mes interviewés. Donc, ça stimulait la discussion. Et il y en a qui trouvaient ça prétentieux. On va rester dans la sociologie. On a parlé des dépenses. On a parlé aussi, en fait, des gens de l'industrie qui sortent, qui veulent découvrir. Et c'est un concept, les conduites dépensières. Il y a un concept sociologique derrière ça. Vous citez Norbert Elias? Oui, Norbert Elias, c'est un sociologue juif allemand, décédé en 1990. Qui s'est intéressé aux conduites dépensières de l'aristocratie française. Oui, exact. Là, c'est, je suis allé loin. Farfetch. Farfetch. J'osais pas le dire. Non, mais c'est intéressant parce que vous l'appliquez, dans le fond, à l'industrie de la restauration de par les entrevues que vous avez faites. C'est-à-dire qu'il y a comme une obligation. C'est pour ça que, quand on parlait de la roue tantôt, je me disais, ça doit être difficile d'en sortir parce que tu peux pas en sortir parce que tu peux pas accumuler du pourboire. Ça doit être dur de dire, moi, mon pourboire, là, je vais le mettre de côté puis ça va être mon cash down. Parce qu'il y a une conduite dépensière qui vient avec cette industrie-là. C'est qu'on est obligé de dépenser. Oui, exact. Tu me permets que je parle un peu de Norbert Elias? Oui. Donc, c'est un sociologue classique, mais encore peu étudié. Puis, il s'intéresse à l'aristocratie française, à son déclin. Donc, au dernier siècle de la noblesse. Puis, tout le monde, on sait qu'il dépensait dans le luxe. Les maisons, les habits. Mais pourtant, ils perdaient de l'argent. Ils n'avaient pas les revenus pour se payer ce luxe-là. Alors que la bourgeoisie, elle, était en ascension au 18e siècle, va éventuellement la renverser. Et on se dit, mais pourquoi ils continuaient à dépenser dans le luxe alors qu'ils n'avaient plus les revenus pour? Et ce que Norbert Elias arrive à montrer, c'est qu'en fait, leurs dépenses de luxe étaient essentielles à leur appartenance à la haute société. S'ils arrêtaient de dépenser, ils étaient déclassés. Ça a l'air évident quand vous le dites comme ça, mais on se rend compte à la lecture que, effectivement, c'est un fait sociologique. Absolument. Et donc, ils sont pas stupides. Leur monde était organisé de cette manière-là. Et là, donc, très farfetch, j'essaie d'appliquer ça à la restauration du Québec du début du 21e siècle. Et là, ce que j'essaie de montrer, c'est que que dans le fond, il y a tout un ensemble d'actions, de conduites qui impliquent une dépense à l'intérieur des frontières de l'industrie de la restauration. Donc, on a parlé des sorties au restaurant avec les collègues, de boire de l'alcool, faire la fête, offrir des tournées de shooter. Il y a aussi la sortie dans un bar à proximité après le quart de travail. Puis on est poche. On est un outsider si on la fait pas. Voilà. Fait que ça participe d'une conduite dépensière que Norbert Elias accepterait sûrement aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il serait content là, qu'on utilise son étude il y a un siècle sur l'aristocratie française. Et donc, tout ça pour dire que si on refuse la tournée de shooter, si on arrête de sortir avec les collègues... On casse quelque chose. On quitte le style de vie. On n'est plus qu'un employé qui vient faire son shift. On n'est comme plus vraiment dans la gang. On n'est plus à jour. On redevient un collègue, on n'est plus l'ami. Donc, arrêter de dépenser, arrêter d'être dans ce style de vie-là, ça signifie renoncer à son appartenance à cette petite communauté et donc à qui on est, parce que c'est rendu notre identité. Je suis un membre de cette communauté-là. À la fin de votre livre, vous dites que derrière chaque enquête sociologique se cache la quête personnelle du sociologue. La vôtre? C'était quoi la quête? On le sait, vous avez travaillé en restauration. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'il y avait une quête autre. C'est ça. J'ai travaillé en restauration, puis j'avais ce drôle de sentiment-là qu'il se passait quelque chose, que j'étais absorbé vers quelque chose. Mais le quelque chose, je savais pas quoi. Puis j'adorais la restauration pour les raisons évoquées, mais en même temps,
j'aimais vraiment pas ça. Ouais. C'est une façon de sortir un peu de... Ouais, il y a quelque chose un cet peu essai-là, de cathartique presque, là, de dire, bon, là, c'est fini, c'est derrière moi. Puis ce quelque chose-là, c'est justement ce style de vie-là. Ouais. Puis, mais c'est ça, pour moi, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passait, parce que au final, moi-même, j'étais en transformation. Ouais. Moi-même, j'envisageais la carrière de barman. Ouais. Je me sentais entraîné dans la roue, parce que c'est quand tu es au début de la vingtaine, tu te fais pas cette réflexion-là. Ah, je commence une carrière. Ouais, mais non. Ça se fait graduellement. Les gens me disaient justement, t'as parlé de la roue, mais c'est pas une expression de moi, c'est une expression qui revenait dans les entretiens. Je me fais embarquer dans la roue, dans quelque chose qui roule, qui tourne, et dont je n'ai pas tout à fait la maîtrise. Et vous l'avez d'ailleurs, c'est votre mémoire, on l'a dit, votre mémoire de maîtrise. Vous êtes doctorant, donc vous travaillez là sur autre chose? Ouais, maintenant, je me concentre sur les relations amoureuses. Donc, la restauration avec le livre, j'ai mis ça derrière moi. Ouais. C'était comme la manière de boucler la boucle, de quitter la roue pour moi. Ouais. Et là, vous travaillez donc sur les relations amoureuses. Donc, éventuellement, je vais devoir vous réinviter, j'imagine, quand vous allez republier votre thèse de doctorat. Ans, exactement. Cela dit, c'est peut-être pas vous qui allez la faire, mais moi, je pense qu'il y aurait encore une sociologie, des enquêtes sociologiques à faire sur le milieu de la restauration, les cuisines. On entend toutes sortes de choses. L'industrie va pas bien. Je suis pas sûr qu'il y a juste la pandémie derrière ça. Il y a peut-être des choses qui vont pas bien et qui sont intrinsèques à cette industrie-là. Puis je pense que ça serait intéressant d'approfondir ça. Ce sera peut-être avec un autre sociologue, mais... absolument. C'est une sociologie de la restauration, mais il y en a plusieurs à faire. Il y a les cuisines, il y a aussi les restaurants dans le bas de la hiérarchie socio-économique. Et dans le très, très haut Et dans le très, très haut aussi, Ben, Gilles Pector-Lallemand, merci beaucoup d'être venu nous parler de Pourboire, une sociologie de la restauration. C'est publié aux essais XYZ, disponible partout. Oui. Fred, j'ai un cadeau pour toi. Pour terminer. Oui. À toi de voir si tu vas l'accepter ou non. C'est donc bien drôle. Mais si tu ne l'acceptes pas, on sait ce qui arrive. Oui, je vais passer pour un chip. Ouais, tu vas passer pour un chip. Tu vas briser une constante anthropologique. C'est donc bien drôle. Alors d'abord, je voulais t'offrir l'intégrale des magazines Siggy. Siggy, le magazine de sociologie. Que vous avez parlé au début, donc. Que j'ai parlé au début. Qui existe toujours, que vous participez. Qui existe toujours, publié 2 fois par année. Quel beau cadeau. Regarde ça, comment ils sont beaux. Wow. Donc merci. Voilà, 4 numéros. 4 numéros. Magazine de sociologie. Exactement. Grand public, un magazine très littéraire. OK. Donc, on aime beaucoup les magazines à la balado. Moi, je parle de Lettres québécoises, je parle de l'Inconvénient. Faudrait peut-être... c'est la fréquence de publication? 2 fois par année. Ben là, vous allez venir 2 fois par année nous présenter les numéros avant qu'ils sortent. Ah ben avec grand plaisir. En échange d'une pub. En échange d'une pub. J'osais pas le demander, mais ben oui, écoute... en échange d'une pub de la balado. Ça serait super. Est-ce que vous avez de la pub dans CJ? Oui. Ah ben oui. Siggy. Ah ben on fait ça. Puis... c'est Siggy? Siggy, excusez-moi. Puis... Siggy, c'est un peu mortifère. Ouais. C'est ça. Puis Siggy, ça vient de Siegfried Krakauer. C'est le prénom d'un sociologue allemand qui avait une écriture justement très littéraire. Ah ouais. Puis c'est pour ça que j'ai pu publier mon mémoire sans trop le retravailler parce que mais c'est ça que j'aurais dû dire au début, c'est que ça peut faire peur un mémoire, là, mais il y a déjà un souci littéraire à la base. Il y a une narrativité, il y a une trame narrative. Oui, je raconte une histoire, je raconte des entretiens, je mène une enquête. Ah, tout à fait. J'essaie d'amener... Les gens témoignent. Oui. Ça se lit. C'est un page-turner, on doit dire ça. Et... Oh, yeah! Il l'a dit! Et c'est fait comme un menu. C'est fait comme un menu. Bon! Premier cadeau, vous avez dit que vous aviez des cadeaux. Ouais, mais là, le deuxième, je savais pas que tu buvais plus. Ah, ben c'est pas grave, je connais des gens qui boivent autour de moi. Au Centre-Taverne, au bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, on m'a brassé la Pourboire. Ben voyons! C'est une Pilsner légère. Incroyable. C'est la dernière qui reste. Ben c'est mon Dieu. Je voulais t'offrir la Pourboire. Je vais pas la boire parce que j'ai décidé que c'était beaucoup plus simple pour moi. Ça. Mais ma blonde, qui ces temps-ci en a bien besoin avec le petit Miville qui ne fait pas de sieste, va être très contente de se claquer la Pourboire qui, dans le fond, reprend la couverture du livre. C'est donc bien cool! Ouais. OK, vous êtes comme une vedette de la sociologie au Québec, là. Ben non, mais j'ai des amis au Centre-Taverne. Voilà. Donc, des amis de l'industrie. Exact. Merci vraiment beaucoup pour ces cadeaux et pour la générosité d'être venu nous parler de votre livre Pourboire. Gilles Pector-Lallemand, merci. Merci à toi. Salut. Alors voilà ce qui conclut ce 30e épisode de la saison 4 de la balado. Je remercie Hélène Faradji pour encore une fois cette chronique, cette réflexion transcendante sur le Festival de Cannes
et son, entre guillemets, engagement politique. Merci également à Jules Pector-Lallemand qui est venu nous présenter son essai Pourboire, une sociologie de la restauration. Vraiment, je vous dis, essai très surprenant qui va changer votre vision des gens qui travaillent à pourboire en restauration, bien sûr, puisque c'est l'angle de recherche de Jules. Je remercie Communauto de nous avoir permis d'aller sur la Côte-Nord. Évidemment, cet épisode-là ne traite pas de la Côte-Nord, mais on a dû revenir pour pouvoir poursuivre la saison dans mes luxueux studios à Montréal. Donc, merci Communauto, partenaire que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette saison-ci, pour les épisodes qui se déroulent hors de Montréal. Merci à tous ceux qui m'avaient écrit cette semaine, comme vous le faites chaque semaine, pour des suggestions. Il y a des fois que j'ai pas l'occasion de vous répondre rapidement, je l'avoue. Alors, des fois, il y a un petit délai, mais quand même, merci beaucoup. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire et de vous répondre. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait remarquer qu'il n'y a toujours pas eu d'infolettre qui a été publiée. C'est vrai. La base de données, elle est là. C'est juste que je me rends compte que tout ce que je passerais normalement dans une infolette, je le fais ici, dans la balado. Mais ne vous inquiétez pas, cet été, entre autres, quand ça sera le temps de repartir la saison 5, je vais essayer l'année prochaine d'être un peu plus assidu, peut-être une fois par mois, d'y aller d'une infolette. Je pense que les gens aiment ça, les infolettes, mais il faut les faire, il faut prendre le temps. Et j'ai eu une année assez intense. Alors voilà, mais oui, ça reste dans les cartons, là, cette idée d'infolette sur une base régulière. Voilà, on va terminer comme on le fait souvent en chanson. J'aime ça faire ça. Puis là, avec la venue de Jules Pector-Lallemand, je sais pas, ça a popé, cette chanson. Grand succès d'Offenbach, qui n'est pas un groupe que j'écoute souvent, je dois l'avouer. Je pense que je suis un peu trop jeune pour avoir connu l'époque Offenbach, pour l'avoir savouré. Mais il y a quelques pièces que j'aime beaucoup, dont celle-ci. 2 autres bières, écrites par John Mayall et par Pierre Huet. Paroles de Pierre Huet, que je salue. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais que je croisais dans mon quartier. Un homme avec qui j'ai eu la chance de travailler à quelques occasions. Des fois, c'était heureux. Des fois, c'était moins heureux. Je vous raconterai ça peut-être un jour. Mais voilà, un homme qui a écrit énormément de paroles, entre autres pour Beau Dommage, beaucoup pour Beau Dommage, mais aussi pour Offenbach. Alors voilà, donc on se quitte avec 2 autres bières d'Offenbach, puis nous on se retrouve la semaine prochaine dans vos oreilles. Bonne semaine tout le monde. La musique est trop forte, puis l'éclairage est trop bas. Puis la fille à qui je parle, ce qu'elle raconte, je ne sais pas. Je devrais être dans mon lit, endormi sous mes draps. Deux autres bières, deux autres bières. En dedans, il fallait bien que je t'amène ici. Ma va te faire faire des heures supplémentaires à soir t'es sur mon chiffre de nuit. Tu vas voir l'heure des chaises posées si tables pis des meilleurs clients couchés en dessous. Tu vas voir l'heure des serveurs moins aimables pis des grosses bières qu'on finit avant tout. Deux autres bières, deux autres bières.
lessive. Avoir faire des heures supplémentaires à faire sur un chiffre de nuit. Tu vas voir l'heure de changer ses tables, pis des meilleurs clients couchés en dessous. Tu vas voir l'heure des serveurs moins aimables, pis des grosses carottes et des